L'harmonisation de la grille salariale pour la justice sociale, un combat gagné par l'UNTM, le secrétaire général de la principale centrale syndicale vient de faire une déclaration sur l'accord trouvé. Martyrisées, rejetées, stigmatisées, voilà ce qui vivent généralement les femmes atteintes de fistule obstétricale, une maladie grave qui touche bon nombre de Maliennes. Nous ferons focus dans ce journal sur cette pathologie peu connue du grand public. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision et bienvenue dans ces flashs d'information. Je dis à l'instant, après plusieurs mois de bras de fer avec le gouvernement, l'INTM vient d'obtenir gain de cause pour la mise en application de l'accord du 5 février 2021 portant sur l'harmonisation des indices salariales des fonctionnaires de même catégorie sans distinction de corporation. Plaidant pour l'égalité entre les agents de l'État, la centrale ne se reconnaît pas dans l'interprétation de l'article 39 des enseignants. Elle est également en discussion avec les autorités pour que les retraités volontaires soient mis dans leurs droits dans un futur proche. Écoutons le secrétaire général du dit syndicat au micro de nos reporters. L'UNTM a toujours été de façon constante à la recherche vraiment d'une justice sociale. À la recherche d'une justice sociale, je reviens là-dessus. Et il y a de cela déjà pratiquement 7 ans, 8 ans. Les constats que nous avons eu à faire, il y a la disparité au niveau du traitement des agents de l'État qui émargent même budget d'État. Et nous avons attiré l'attention des autorités là-dessus. Il y a une première correction qui a amené lorsque, en 2014, sinon 2019, certains étaient à l'indice 1200, d'autres sont bloqués à 920, la même catégorie. C'était trop comme injustice et l'État a décidé de corriger. À la suite de cette correction, certains qui étaient dans une position intermédiaire, ils ont plus que 920, mais ils ont moins de 1200, qui est en 1060. Nous avons demandé l'harmonisation, l'alignement, ce que ça veut dire en termes clairs. Ceux qui sont en dessous des 1200, qu'on les ramène tous à 1200. Et en ce moment-là, que ce soit ceux qui sont bloqués à 920, que ce soit ceux qui sont à 1060 qui constituent les cas des enseignants, que tout le monde soit au niveau de 1200. Ça fait une bataille entre vraiment l'UNTM et le gouvernement, mais on nous a compris parce que c'est une question de justice sociale. Personne ne peut contester ça, que ce soit à l'interne, que ce soit au niveau international. Et finalement, c'est ce qui a été accepté. Mais après encore, les gens sont revenus à la charge pour dire que bon, ce n'est pas la bonne interprétation de leur article 39. Et leur interprétation, c'est à eux d'interpréter comme ça. Sinon, moi, à leur place, ce n'est pas comme ça l'interprétation. On a dit ce que l'UNTM a obtenu. L'UNTM a obtenu une harmonisation. Pas plus, pas moins. On était bloqué à 920 pour être à 1200, comme ceux qui sont vraiment au plus haut niveau, plus que tous les autres, de la même catégorie. Et qui étaient également à 1060, la logique était qu'ils soient effectivement à 1200. Mais ils ont compris que non, ce n'est pas de cette manière qu'il faut interpréter. Il faut aller en termes de pourcentage. Ce que l'UNTM a eu comme pourcentage pour la même catégorie, il faut leur donner le même pourcentage. En les faisant, ils dépassent encore les niveaux de 1200. Et l'UNTM est revenu à la charge. Nous n'allons pas nous dédire, il faut vraiment faire l'harmonisation. Et surtout qu'entre-temps, il y a eu le dialogue national inclusif. Une des fortes recommandations du dialogue national inclusif était d'aller dans cette harmonisation. Il s'agit tout simplement de mettre en application la mise en œuvre vraiment de cette recommandation. Je crois que tout le monde était là. Ceux qui contestent aujourd'hui, ils étaient là. Ils ont donné leur accord pour cette harmonisation. Et aujourd'hui, si on va encore dans un autre sens, c'est une façon tout simplement de dire qu'on n'est pas sensible aux autres, aux problèmes des autres. Et voilà. Il faut sortir de là. J'ai dit, je reviens là-dessus. Nous construisons tous une chaîne. Et chaque maillon de la chaîne est important. Et si un maillon se brise, il n'existe plus de chaîne. Aujourd'hui, on est docteur, on doit faire une opération,
chirurgical, il faut que des gens préparent vraiment les éléments pour mettre à ta disposition et que tu puisses faire le travail. Il faut qu'il y ait un chirurgien, disons, il faut qu'il y ait vraiment un anesthésiste pour faire vraiment son premier travail afin que toi puisses faire ton travail. Donc tout est une chaîne, tout est lié. Qu'on sorte de cette question des revendications corporatistes qui va mener des divisions entre les travailleurs et au finish même au niveau du pays. Voilà. Chaque corporation a son importance et chacun vraiment mène ses activités professionnelles comme ça se doit pour le grand bonheur du peuple malien, de l'ensemble vraiment du peuple malien. Je crois qu'il faut comprendre dans ce sens. Et les autorités ont compris, c'est pourquoi on a dit il faut aller à l'application d'une recommandation du dialogue national inclusif qui consiste à procéder à cette harmonisation. Et nous sommes à ce niveau-là aujourd'hui. Si l'UNTM a eu gain de cause parce que c'est une question de justice sociale, on doit pouvoir féliciter, on doit pouvoir remercier l'UNTM pour son esprit vraiment de cohésion, pour son esprit de partage, pour son esprit d'équité. Mais on va vraiment faire d'autres interprétations. Il est temps qu'on sorte de là. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cet aspect. L'UNTM a demandé cette harmonisation, on l'a obtenue. Qu'il soit maintenant militaire, qu'il soit civil, et quelle que soit la corporation, je crois que cela s'applique à tous. C'est pourquoi on en parle effectivement d'unification à ce niveau-là. Je crois que je demande aux uns aux autres de comprendre la situation comme telle. Et vous avez suivi, après le conseil des ministres dernier qui a eu vraiment, à la suite des communiqués qui a été fait, il y a la situation de l'harmonisation concernant les grilles indiciaires. Mais au-delà, et il y avait un problème qui était là depuis combien de temps, un an et demi. Une institution du Mali n'a pas été renouvelée parce que tout simplement certains pensent que l'UNTM, en tant que représentant des travailleurs, est seul dans cette institution. Il faut barrer les chemins à l'UNTM. C'était une violation de la Constitution. Nous avons mené la bataille, il faut vraiment sortir de là. Ce n'est pas l'UNTM. Ceux qui contestent aujourd'hui, ils étaient à l'UNTM, ils ont accepté, ils ont suivi, ils étaient là. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment à l'UNTM, ils sont en train de dire d'autres choses. Alors qu'entre-temps, la Constitution n'a pas changé par rapport au nombre de représentants des travailleurs. Il n'y avait que la seule centrale UNTM. Et sur la base de la composition de l'UNTM qu'on a attribué les nombres. Cela n'a pas changé. Si aujourd'hui, on pense que vraiment il faut donner à d'autres personnes, il faut aller à la relecture des textes, à commencer d'abord par la Constitution du Mali. Et après arriver vraiment aux autres textes d'application, notamment la loi et puis les règlements. Tant que cela n'est pas fait, on ne peut pas de façon arbitraire décider de ne pas mettre en place cette institution parce que tout simplement, l'UNTM qui représente les travailleurs du secteur public, du secteur privé. Ça, c'est une mauvaise lecture des choses. Ce n'est pas une bonne gestion, c'est une mauvaise gouvernance. Nous nous battons, nous allons nous battre pour défendre nos droits comme ça se doit. Et conformément à la loi, conformément à la réglementation. Et ça, c'est un élément fondamental. Déjà, les décrets, non seulement des nominations, mais les décrets de convocation, les deux décrets ont été signés. Il reste vraiment que les jours soient pour que vraiment ces bureaux soient mis en place. Et autre élément, il y a la situation de l'OCLEI. Tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, nous avons raison, la loi, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, il faut la relire. Et ça fait partie vraiment des accords déjà. Et des dispositions sont en train d'être prises pour que rapidement nous ayons à la relecture de ça et que désormais nous mettions ça derrière nous. Voilà autre élément, vous avez suivi, compressé et partant volontaire. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, l'État reconnaît que tout ce que nous avons dit, c'est vrai. Des milliards ont été mis à la disposition du Trésor en son temps pour payer ces gens-là, mais ces fonds ont pris d'autres destinations. Et les cas des patents volontaires, il y a eu encore des falsifications des documents. Tout ça, là, nous avons dénoncé que ce n'est pas bon. Donc, ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont encore en vie, il faut vraiment les remettre dans leurs droits. Et aujourd'hui, l'État a décidé, en tout cas à travers le Premier ministre, l'annonce qui nous a été faite, ils vont prendre des dispositions. On ne dit pas qu'on va payer tout leur argent tout de suite, mais humainement, il faut qu'on fasse tout pour leur donner quelque chose avant la fête. Et les restes, nous sommes là. Tant que nous vivons, nous allons continuer à nous battre pour remettre les gens dans leurs droits. Et c'est ce qui va se faire.
Parlons santé à présent. La fistule vésico-vaginale, ou encore appelée la fistule obstétricale au Mali, est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Elle touche de nombreuses femmes en Afrique. Afin de savoir plus sur cette maladie handicapante, notre équipe de reportage s'est rendue au CHU Pongé pour rencontrer les spécialistes en la matière et celles qui en souffrent. Un reportage signé Achetou Touré. Des centaines de milliers de femmes et de filles en Afrique vivent avec une fistule obstétricale. Au Mali en particulier, les personnes qui en souffrent sont très souvent marginalisées. Cette maladie se caractérise par une perforation entre le vagin et la vessie, généralement due à l'absence de soins obstétricaux lors de l'accouchement, comme nous l'explique le professeur Djakité Mahamadou Lamine, chef du département urologie au CHU Pongé. Fistule obstétricale, qu'on appelle fistule vésico-vaginale. Habituellement, on l'appelle fistule vésico-vaginale. C'est une communication qui est acquise, c'est-à-dire un trou qu'on appelle fistule entre la vessie et puis le vagin de la femme. Je le dis obstétrical parce que ça survient chez nous au cours d'un accouchement. Un accouchement difficile, c'est pourquoi on l'appelle fistule obstétricale. Sinon, ailleurs, on peut avoir d'autres fistules. La fistule obstétricale, c'est ce qui est plus fréquent dans nos pays. Les facteurs de risque sont nombreux, mais le plus souvent, les mariages précoces et le manque de suivi prénatal sont les principales causes. Tous les facteurs qui peuvent entraîner un accouchement difficile, ces facteurs sont nombreux. Ces facteurs peuvent être dus à l'enfant, comme ça peut être dû à la femme elle-même. Parce que la fistule survient quand il y a une difficulté à l'accouchement. Cette difficulté à l'accouchement peut être due à l'enfant. Si l'enfant il est gros, il pèse lourd, donc il va avoir beaucoup de difficultés à sortir. Si les facteurs sont dus à la femme, en général, ce sont des femmes qui sont immatures, c'est-à-dire des femmes de petite taille, de bas âge, qui ont un bassin qui est rétréci. Le fait que le bassin soit rétréci, l'enfant va avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir sortir. Ça peut être dû à la femme si au cours de l'accouchement demande beaucoup d'efforts à la femme. Si c'est une femme qui est malnutrie, qui n'a pas beaucoup de force, elle va avoir beaucoup de difficultés à assurer les poussées pour faire sortir son enfant. Qu'est-ce qui peut amener ces facteurs-là? D'abord, si la grossesse n'est pas suivie, parce qu'au cours de la surveillance, on peut prévoir les difficultés à l'accouchement. Donc, si on prévoit des difficultés à l'accouchement, on peut conseiller à la femme où vous allez accoucher par césarienne, vous ne pouvez pas accoucher par les voies naturelles. Les symptômes et les conséquences liées à la fistule obstétricale sont nombreuses. Elles sont très handicapantes pour les patientes qui en souffrent et entraînent le rejet de ces dernières par la société. Le fait d'avoir une fistule, d'abord on perd les urines permanemment, on ne peut plus contrôler ces urines. L'odeur de l'urine, elle est caractéristique. On le sent tout de suite. De ce fait, ces femmes sont un peu exclues de la société. Elle ne peut pas vivre en harmonie avec les autres membres de la famille. Elle va se sentir toujours rejetée. Et très souvent, c'est le mari qui s'en va parce que l'accouchement, en général, se termine par le décès de l'enfant. Et avec la survenue de la fistule, en général, elle se trouve rejetée. Et pour éviter d'en arriver là, le professeur Djakité préconise une assistance des femmes lors de la grossesse, notamment dans les zones rurales où le suivi fait défaut, et bannir le mariage précoce. Ainsi, afin d'aider ces femmes, une campagne chirurgicale avait commencé dans le cadre de la Journée internationale d'élimination de la fistule obstétricale, dont ont bénéficié 45 femmes. Le docteur Berthé Honoré faisait partie des chirurgiens urologues désignés pour cette campagne. Nous sommes justement en fin de campagne
de prise en charge de 45 femmes fistuleuses. Devant vous, l'équipe des chirurgiens, le professeur Diakité, chef de service, le docteur Essata Samasekou et moi-même, qui nous sommes occupés de ces 45 femmes avec l'appui de tout le personnel infirmier du service d'urologie et de l'équipe d'anesthésie du bloc opératoire et le technicien d'anesthésie. Donc ça a été une grande campagne. Donc nous avons proposé d'accompagner ces femmes et entièrement prises en charge par l'ONG Artemidis sur le plan des soins, sur le plan des médicaments, sur le plan de l'alimentation et de l'accompagnement social. Et nous sommes pratiquement au terme de cette prise en charge et nous sommes globalement satisfaits de tout ce qui a été fait. Et des cas difficiles pour la plupart parce qu'il s'agit essentiellement de cas repris dans beaucoup d'autres centres, y compris le nôtre. Cela dit, on a quand même de très bons résultats globaux. Et pour mieux accompagner ces femmes, un centre d'hébergement appelé Oasis existe avec à sa tête le docteur Aïssata Samasekou, la première et la seule femme chirurgienne urologue au Mali qui met l'accent sur l'importance de la prise en charge de ces femmes malgré les difficultés. La première charge c'est en deux niveaux. Dans un premier temps, après la réception de la femme, on la met en confiance. On la fait comprendre que ce qu'elle a, ce n'est pas une fatalité. Et que nous, on est là pour la prise en charge et qu'on peut la guérir. Après tout ça, donc, on la met dans les conditions pour qu'elle prépare les urines, pour qu'elle puisse aller là où elle vit. Après, on fait un bilan et après, on les opère. Maintenant, le centre, c'est un dentaire de délablement total. Et nous, vraiment, on souhaite avoir un aide pour la réhabilitation de ces centres. Le centre a une capacité de 40 lits, mais actuellement, on a une centaine. On a 4 blocs. Chaque bloc a une capacité de 10 lits. Mais là, dans chaque bloc, on est obligé de mettre 20 patientes. Donc, les femmes se marchent dessus. Ces difficultés peuvent nuire à la prise en charge des patientes. Néanmoins, le centre est parvenu à accueillir bon nombre de femmes qui s'en sont sorties, telle que cette dame qui a souhaité garder son anonymat. Elle nous explique comment elle a contracté cette maladie, mais également sa prise en charge jusqu'à sa guérison. Ne banani soro ngade laban o konobara jigiyoro la ne banani soro ne ka banani yenyere la ay ko be nyangami ma janyi fio parce que ne yɛrɛ malo ka fɔ ko bana ni ɲɔgɔn si bɛ ne bɛ kasi su bɛ kasi te n nana yana sɔrɔ ka na ye mɔgɔw bɛ yan banabagatɔ ninnu bɛ yan n dusu lafiya la ne cɛ k'a lɔn ko bana nin bɛ n na cana cɛ ne cɛ ma foyi fɛ nka a bɛ n ladi ni ladikanw ye a bɛ na nɔgɔya a b'o le fɔ n ma dulɛ foyi kɔni tɛ n na bi kɔni n bɛ Ala fo k'a barikada alihamudulila ne nana opération kɛ yɔrɔ la vraiment o ye opération kɛ o ye nɛgɛ o côté ni mako bɛ fɛn o fɛn na o b'a bɛɛ di yan o bɛ nɛgɛ o bɛ ladilikanw di yan fo ka se bi ma. Il y a donc de l'espoir pour celles qui souffrent de cette pathologie méconnue du grand public. Une prise en charge efficace et une opération chirurgicale réparatrice permettent d'en venir à bout. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.